général, nous allons commencer cette table ronde qui, si on se fie au programme, n'est-ce pas, s'appelle « Bilan et perspectives sur des collaborations recherche-terrain au-delà des modèles, comment créer des relations fertiles ». C'est bien ça, vous êtes au bon endroit. En avant, j'ai écrit. Vous avez encore le temps de changer de table, c'est bon. Alors, c'est donc une table ronde. Ce n'est pas une séance où il y a 6 présentations. Il y a 5 personnes en avant. Il y en a une qui s'en vient, qui est prise dans la circulation, mais ce ne sera pas long. Donc, on va le faire sous forme de discussion. D'abord, je vais vous présenter les bientôt 6 personnes. On va commencer quand même par présenter les 3 expériences dont on parle. Il y a 3 fois 2 personnes, mais c'est 3 expériences qui vont dialoguer devant vous et ensuite, on va laisser du temps pour discuter, questionner, commenter, etc. Je ne vous cache pas qu'on s'est parlé un peu avant. Donc, la discussion a déjà un peu commencé derrière des vidéos, mais on s'est dit on va arrêter parce qu'on va la faire au colloque. Et puis, bon, une fois les présentations faites, ben, on va lancer des questions. Alors, ils n'ont aucune idée des questions. Je vais leur lancer. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que certaines questions sont simples. Il y avait une qui avait 4 mots, a été interprétée de 3 façons différentes. Donc, on va pouvoir se permettre de faire ça aussi. Donc, quand je vais poser des questions, vous allez pouvoir réinterpréter la question à votre façon. Ça fait partie du deal, comme disait Shakespeare. Bien. Alors, je vous présente d'abord les personnes. D'abord, parce que vous commencez Sonia, on va commencer par Sonia devant moi. Bonjour Sonia. Vous connaissez peut-être, mais quand même, professeur à l'ESG UQAM en entreprise sociale et collective, responsable de l'axe de recherche organisation sociale et collective du CRI, et co-dirige depuis un peu plus d'1 an, depuis 22, l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Grégoire Autain, sociologue, chercheur en milieu communautaire à Parole d'Exclus, où il coordonne désormais l'équipe de recherche à Parole d'Exclus. Janie, si on continue comme ça, psychologue communautaire, professeur titulaire au département de psychologie de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé. Caroline, j'abrège un peu parce qu'ils m'ont envoyé chacun 25 pages. Caroline Dufresne. J'enlève la première fois. Qui donc s'intéresse à la ruralité et aux dynamiques des communautés depuis une vingtaine d'années, coordonne les ateliers et savoirs partagés dont elle fait partie depuis le tout début, donc en 2012. Et Denis Bussière, qui est un docteur en sociologie aussi, sa thèse portait sur la recherche partenariale, agent de recherche au Centre de recherche des innovations sociales du CECRI, donc les gens qui ont l'habitude de visiter l'étage, je l'ai vu depuis plusieurs années, coordonnateur de la rue en économie sociale pendant 10 ans, et participe aussi à la coordination des ateliers des savoirs partagés avec quelqu'un. Alors, peut-être que... tu peux te présenter. Moi, qui suis-je? VVS. Alors, Vincent Van Stenberg, oui, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà, j'ai animé la table. Je collabore aussi avec les ateliers savoir partager. Je fais partie de l'administration de travail de l'UPE. Et voilà, conseiller stratégique au TIAS. Bien, alors, peut-être qu'avant d'amorcer la discussion, ce serait bien qu'on sache de quoi on parle. Donc, le tirage au sort a désigné de façon unilatérale l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. En 5 minutes, dites-nous qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors, Grégoire. C'est moi qui commence. Merci. Merci Vincent. Merci à tout le monde d'être là. Puis merci à Karine et Denis d'avoir lancé l'idée de table ronde. Pour nous, c'est une réflexion qu'on mène aussi depuis quelques mois et qui va se poursuivre pendant encore plusieurs mois, peut-être années. La recherche à cheval entre l'université, les lieux avec le réflexion de terrain. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IUPE? L'IUPE, c'est l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. C'est un dispositif qui est né en même temps que Parole d'Exclus, plus ou moins,
Donc, Parole d'Exclus, qu'est-ce que c'est? Parole d'Exclus, c'est un organisme communautaire qui est situé à Montréal-Nord et qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion par la recherche-action et la mobilisation citoyenne. Puis, s'il y a des questions, je pourrais en rajouter beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur Parole d'Exclus, mais en gros, c'est ça. Et l'IUPE, ça a été créé à l'origine pour faire le pont entre le milieu d'action et le milieu universitaire. Il y a une histoire longue et complexe de l'IUPE, mais à partir de 2013, il y a eu un changement majeur, c'est-à-dire qu'il y a eu un poste de chercheur en milieu communautaire qui a été créé, occupé par Isabelle qui est présente. Donc, je ne vais pas pouvoir dire trop de bêtises parce qu'elle va compléter. Et dans le fond, ça a donné une forme particulière à ce dispositif-là, avec de la recherche communautaire ancrée dans le terrain, qui a un lien avec la recherche académique, ancrée majoritairement aux crises. C'est aussi pour ça qu'on fait partie de la plupart des activités des derniers mois. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, l'IUPE fait ce pont-là entre le milieu académique et le milieu universitaire. Ça a beaucoup d'intérêt pour nous, puis on va revenir dans la discussion, puisqu'on fait, on fait plusieurs types de recherches. On fait des recherches partenariales, c'est-à-dire qu'on va venir soutenir le milieu communautaire, notamment à Montréal-Nord, sur des besoins de recherche qu'il va y avoir sur le territoire. On fait des recherches actions citoyennes. Donc, ça, c'est un peu l'ADN de ce qu'on fait à Parole d'Exclus, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les citoyens et citoyennes qui vivent des situations de pauvreté et d'exclusion, pour comprendre ensemble les enjeux qui sont vécus et faire émerger des pistes de solutions pour répondre à ces enjeux-là qu'on espère structurantes et avoir un impact sur la société at large après. On a aussi des projets de systématisation, donc la recherche à l'interne va avoir ce travail de réflexivité, de comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait, c'est quoi nos angles morts, comment aussi orienter notre action. Et ça va venir renforcer la réflexivité au sein de l'organisme. Donc cette réflexivité-là, elle va prendre à la fois la forme de la systématisation, de la documentation des projets, mais aussi une forme beaucoup plus ordinaire, quotidienne. Mon rôle dans l'organisme et le rôle de le reste de l'équipe de recherche, ça va être de faire un reflet sur ce qui se passe à la fois avec les employés, avec les citoyens, avec les partenaires, etc. Donc l'IUPE s'inscrit dans ce travail de recherche-là et va venir nous aider un peu dans tous ces types de recherches-là, à la fois dans les recherches action terrain, c'est-à-dire qu'on travaille sur beaucoup d'enjeux différents, on n'est pas spécialiste de ces enjeux-là, on va plutôt être spécialiste des méthodologies sur le terrain, puis on va chercher des spécialisations à l'université sur l'alimentation, sur la mobilité, sur la sécurité urbaine, etc. Aussi sur ça va nous apporter des spécialisations théoriques sur comprendre, nous amener des éclairages théoriques qu'on n'a pas forcément parce qu'on est amené dans le guidon. Donc ça va, on peut dire, amplifier et renforcer ce travail de réflexivité qu'on va avoir. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon, je vais revenir sur la conversation qui s'en vient après. Mais en gros, l'IUPE, c'est ce pont-là entre le milieu d'action et le milieu académique. Bien, tu n'as même pas grillé tes 5 minutes. Alors, est-ce que Sonia, tu veux rajouter en 1 minute quelque chose? Tu n'es pas obligé, mais tu peux. Peut-être juste dire, ce qu'il vient de dire Grégoire, si on voit les piliers de l'UPE, c'est la recherche communautaire et la recherche universitaire. Donc, c'est vraiment un pont entre ces deux espaces. Si on enlève un, c'est plus le. C'est pour ça qu'on est deux. On va avoir la parole plus universitaire, la parole plus milieu communautaire. Voilà. Bon, alors, je me suis mis à faire des listings comme ça, là, je vous en fais pas. C'est juste qu'on vérifiait que les micros étaient bien ouverts, que le son était bon, et que donc les prochaines personnes qui vont parler n'allaient pas être en France. C'est bien ça? Alors, Peter est arrivé encore. Est-ce que Caroline, tu pourrais passer? Qu'est-ce que les ateliers de savoir partager? J'ai pensé vous le découvrir, mais je me suis dit que si la technologie fonctionne. Est-ce que je cache? Je me pense un peu. Bon, de toute façon, c'est juste parce que je vous avais dit 15 noms de communautés, puis de chercheurs, puis des gens qui travaillent en triade, puis en groupe des 9, ça fait compliqué quand même. Et là, au moins, il y a un schéma. Donc, les ateliers des savoirs partagés, en fait, c'est une démarche qui a été créée pour permettre des occasions de rencontres, d'échanges, de partage, de savoir entre la recherche et le terrain, donc des chercheurs et des praticiens, donc. C'est une démarche
Vincent a dit qu'il a vu le jour en 2012 à Saint-Camille en Estrie, petite communauté. Donc, au départ, une communauté avec une gang de chercheurs associés au prix. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans la salle ici. Il y a Christine qui travaille avec nous aussi. Après une première expérience de 2 ans où on organisait des ateliers sur des thématiques choisies par les citoyens, les citoyennes et citoyennes, ateliers qui étaient co-préparés, co-animés par un duo recherche-terrain. On a eu envie d'ajouter une couche d'échange entre des communautés rurales. C'est là que la communauté de Petit-Saguenay et la MRC de Bellechasse se sont joints au projet. On est passé de 1 à 3 communautés, 2020. 2021, une année de dialogue avec la Fondation Chagnon pour arriver depuis 2022 à ce qu'on appelle les ateliers, les savoirs partagés 3.0. Donc, depuis récemment, on est 15 communautés, 2 qui travaillent, donc 3 MRC qui échangent entre elles avec des chercheurs qui sont présents, soit dans les comités ou dans les activités qu'ils ont dans leur programmation. Une autre triade de 3 petites municipalités rurales avec le Saguenay, puis autour de Saint-Camille qui avait déjà expérimenté l'échange à 3 communautés, donc 9 communautés au total, qui ont dit communautés, mais en fait, ça regroupe des municipalités, des MRC, puis dans certains cas, même des OBNL. Les chercheurs sont un peu partout, ne sont pas cantonnés à une position de recherche. Il y a des projets de recherche qui émanent des ASP, d'ateliers, mais ce n'est pas un projet de recherche en soi. Puis il y a une thématique transversale qui s'est ajoutée aussi depuis 2022, qui est la transition socio-écologique, où là, on organise des ateliers, des rencontres, des conférences de concepts vastes et une petite couche aussi. Et puis là, c'est l'endroit finalement où tout le monde finit par se retrouver, se regrouper, puis partager ensemble. Donc, c'est une démarche de partage de savoir à l'académie, d'expériences vécues. Et puis, on parle de l'hypothèse que tous les savoirs se valent, que tous les savoirs ont la même, sont égaux, que tout le monde gagne à apprendre de ces échanges. C'est bon? Qu'est-ce que vous avez tous, hein? Tellement respecté votre temps. Bien, comme ça pendant qu'on ça va permettre à quelqu'un d'arriver. Bonjour. Je suis derrière pour veiller sur vous. Merci, Caroline. Alors, troisième, Janie, j'imagine que c'est toi qui commence sur la chaire. Oui, c'est ça pour ajouter. Donc, bonjour, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé. C'est une chaire qui est née en 2019 suite à un concours à l'UQAM, un concours de chaire stratégique auquel j'ai participé. Et puis, donc, j'avais proposé un projet de chaire pour la réduction des inégalités sociales de santé, où je mettais beaucoup en valeur l'idée de faire de la recherche interventionnelle avec les personnes en situation de pauvreté. Moi, c'est un peu mon créneau. Je suis psychologue communautaire de formation au département de psycho. Depuis des années, je fais de la recherche, notamment dans le milieu du logement social. Je avec des locataires qui deviennent des locataires chercheurs dans les projets. Donc, les inégalités sociales de santé, c'est vraiment causé par une répartition inégale de la richesse, des ressources, du pouvoir également. Et donc, lorsque j'ai obtenu cette chaire-là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais être la seule titulaire de la chaire, j'ai envie de partager mon pouvoir. Justement, dans cette logique d'être cohérente entre mes visées de réduction des inégalités et les processus de recherche que je mets en place. Alors, j'ai décidé de créer un comité de gouvernance sur lequel siègent 5 personnes en situation de pauvreté. Donc, ils sont vraiment à parité avec les autres. Donc, 5 personnes en situation de pauvreté, 2 chercheurs, donc moi et Jean-Marc Fontan, comme un peu un mentor pour moi. 2 partenaires d'organismes un peu de défense des droits. Il y a le Parole d'Exclus qui fait partie, c'était Isabelle au départ sur le comité de gouvernance, maintenant c'est Grégoire. Et le collectif pour un Québec sans pauvreté qui fait partie du comité de gouvernance, ainsi qu'un ou une étudiante. Alors, dès le départ, c'est vraiment le comité de gouvernance qui décide des orientations de la chaire, des grands projets qu'on mène, des activités, des sujets sur lesquels vont porter des webinaires, par exemple. Et donc, on rentre bientôt dans notre 5e année. Peter était là depuis les tout débuts.
il pourra se présenter aussi. Et puis donc, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement donc, de la recherche interventionnelle, donc la recherche qui porte des interventions, soit des interventions qu'on développe et qu'on intente et qu'on évalue, ou des interventions qui existent déjà, comme les programmes de logement social, par exemple. Là, on va évaluer bientôt l'impact du verdissement du quartier des spectacles sur la santé mentale des personnes en situation de pauvreté qui vivent dans le quartier des spectacles. C'est toujours de la réponse. Moi, je veux aller au-delà de décrire les inégalités. Je trouve qu'on les connaît bien, on connaît leurs causes. Maintenant, comment les changer, là, est le défi. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, on fait de la recherche financée par le CRSH, le QRST, on applique dans les concours, puis on les gagne bien souvent. Et on fait aussi des activités qui visent vraiment à faire collaborer des citoyens, des personnes qui vivent en situation de défavorisation socio-économique avec des chercheurs universitaires. Donc, on crée comme des duos un peu improbables, des tandems improbables. Comme récemment, on a fait un webinaire sur les animaux de compagnie et le bien-être. C'est les personnes en situation de pauvreté qui nous ont demandé de parler de ça parce qu'il y a des grandes inégalités par rapport à ça. Les gens, ils sont capables souvent d'adopter un animal et cet animal-là fait de bien. Alors, il parlait d'amour inconditionnel. Alors que tout le reste de l'amour, c'est conditionnel. Bien souvent, ton animal t'aime de manière inconditionnelle. Mais malheureusement, quand l'animal tombe malade, les personnes en situation de pauvreté n'ont pas les moyens pour les faire soigner adéquatement. Ils ne doivent pas s'en débarrasser, ça crée beaucoup de souffrance, etc. Donc, on a invité une collègue du département de psycho, qui est une grande spécialiste mondiale du lien animaux-humains sur le bien-être. Et on l'a obligée à collaborer avec les personnes en situation de pauvreté et se préparer pour donner le webinaire. Donc, un webinaire qui aurait pris peut-être 15 minutes à préparer parce qu'elle aurait fait du recyclage de contenu, parce qu'il y a pris 3 fois 1 heure pour s'assurer que tout le monde peut participer pleinement et tout ça. Donc, la charte se réalise vraiment dans l'accompagnement des personnes en situation de pauvreté pour participer à des projets de recherche de manière significative. Puis on fait en sorte vraiment d'impliquer toujours beaucoup de personnes en situation de pauvreté pour ne pas faire reposer le fardeau d'être représentatif de ces fois vivre en situation de pauvreté à une ou deux personnes dans des comités qui sont composés de plus d'universitaires. Ça peut être extrêmement intimidant, etc. Donc, on se spécialise vraiment dans l'accompagnement, l'adaptation des méthodes. Et donc, on fait toute une série d'activités sur une base mensuelle, des idées groupées, des webinaires et tout ça. Puis, on fait de la recherche spontanée également. Donc là, j'aimerais que Peter puisse parler un petit peu aussi peut-être de son expérience à la chaire, de pourquoi tu as décidé de faire partie de cette chaire au départ en 2019. Bon, bien, premièrement, bonjour. Je suis content d'être là avec vous. Moi, je suis un citoyen engagé dans ma communauté. Je suis en Estrie à Coansville. Je suis membre d'une ressource qui fait du par et pour. On aide les gens à briser l'isolement, puis on s'engage dans les luttes sociales. Ce qui a fait que j'ai été délégué à plusieurs endroits. Donc, le premier endroit où j'ai été délégué, c'est au regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Ce qui m'a porté, avec toutes les discussions qu'on avait, à nommer que la pauvreté est un facteur important en santé mentale. Ce qui m'a permis de me faire déléguer à nouveau au collectif pour un Québec sans pauvreté, là, une place où je pouvais faire de la lutte à la pauvreté. C'est par l'entremise du collectif pour un Québec sans pauvreté que j'ai rencontré Jenny à la chaire et puis je me suis dit, voilà peut-être une autre solution que de voir les recherches, les faisabilités de nos projets, de nos idées, de nos revendications. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette chaire. Puis en plus, il y avait comment dirais-je, l'avantage de gouverner cette chaire, alors de faire partie de la gouvernance. Alors, j'étais vraiment choyé, donc un peu d'expérience dans toutes les CA et les discussions qu'on peut avoir démocratiquement entre nous, les personnes usagères, les personnes en situation de difficulté. On les rejoint, on les écoute depuis des années. Puis j'ai bien du data dans moi, c'est-à-dire j'ai reçu beaucoup d'informations de ces gens-là. De pouvoir le partager, de pouvoir le mettre à profit avec une chaire de recherche, pour moi, ça semblait logique et important. Alors voilà comment je me suis joué à votre chaire. C'est parfait. On a fait 5 minutes, je pense qu'on est passé à C'est parfait, exactement. Alors, merci beaucoup pour les présentations et le respect du temps. Alors, on va commencer. On a prévu 3 questions, peut-être une 4e, dépendant. Comme je vous disais, la première question, elle semblait très simple et elle s'est tout de suite subdivisée en plusieurs sous-questions. Alors, d'abord, on va se demander, pourquoi travaillez-vous ensemble? Ça a l'air simple de même, mais oui, mais quelles sont vos attentes? Ça donne quoi
Et puis, le ensemble, c'est quoi? C'est-tu ensemble dans vos milieux respectifs? C'est-tu ensemble entre vous? Par exemple, la chaire et l'UPE collaborent. Et pourquoi avoir fait le choix d'une démarche partenariale? Pourquoi avoir choisi un processus qui crée des relations étroites entre chercheurs et praticiens, mais qui est quand même compliqué? Alors, et puis, donc, pourquoi éventuellement ensemble, pourquoi ici, pourquoi échanger? Donc, je vais aller les regarder. C'est une question de 4 mots. Malgré la suite. Donc, je vais me mettre ici pour les regarder dans les yeux. Chers amis, pourquoi travaillez-vous ensemble? On pourrait peut-être commencer par l'UPE. OK. Donc, travailler ensemble, quand j'ai réfléchi, c'était surtout au métro aujourd'hui en venant. Mais en même temps, c'est que j'avais les papiers. Et là, en fait, je dirais deux manières de travailler ensemble, en étant recherche engagée, partenariale, recherche-action. Et le travail avec les organismes, ça c'est un niveau de travail, et le travail avec les personnes. Dans les cas du UPE, ça se fait à ces niveaux. Donc, on travaille avec les organismes communautaires, beaucoup à Montréal-Nord, avec l'économie sociale, mais aussi avec les citoyens de Montréal-Nord. Et d'abord, pourquoi on choisit de faire la recherche partenariale, du point de vue personnel, mais du point de vue aussi du UPE. Du point de vue personnel, et je ne sais pas si c'est un choix pour vous. Moi, je suis tombée dans la recherche partenariale. Je viens d'un milieu très positiviste de l'économie. Donc, on n'est pas les faire avec. On le fait toujours sûr, on a toujours la raison. Et on a des bonnes méthodes mathématiques pour le faire. Et on a la vérité. Donc, c'est en rentrant le camp que j'ai découvert une autre manière de faire la recherche, et c'est la recherche avec. C'est, dans mon cas, grâce au SAC UQAM, c'est les services collectivités UQAM, c'est un dispositif de recherche partenariale, mais je pense que j'étais un terrain fertile pour le faire. Donc, mais pour les étudiants et étudiantes qui sont ici, moi j'étais un terrain fertile, mais je n'avais pas les outils. Donc, ce qui m'a donné les dispositifs et que les dispositifs qui donnaient, ce sont les outils pour apprendre à faire ces recherches partenariales et pour changer de posture, parce que ça demande un changement de posture. Et le pourquoi, et moi, je pense que c'est la seule manière de faire des transformations, des recherches qui transforment, qui font une contribution pour la transformation sociale. On ne peut pas penser à une recherche qui est décidée à l'université ou dans un endroit qui peut transformer les choses. La seule manière de le faire, c'est en co-construction avec différents acteurs, groupes d'acteurs, actrices, et différents mondes, et manières d'apercevoir le monde. Voilà les pourquoi. Peux-tu rajouter un petit... Moi, je partage complètement le pourquoi on participe. Ça fait de la recherche avec des citoyens et des citoyennes. Je pense que c'est la seule manière de s'assurer que la recherche a un impact ou un effet, passer à l'action. Mais pourquoi est-ce qu'on travaille avec le milieu académique? C'est aussi une question intéressante parce qu'en soi, on a des compétences de recherche à l'interne, et dans le fond, les ressources, l'académique, au-delà de la bonne relation qu'on peut avoir ensemble, on s'entend bien, il y a quand même des ressources que l'académie, que l'université nous donne, puis il y a des ressources matérielles, donc on a accès à des bibliothèques, on a besoin de payer des articles scientifiques, qui sont très chers. On a accès à des demandes de subventions pour payer des étudiants et des étudiantes. Donc, on a aussi accès à des ressources humaines. Donc, par exemple, le travail de soutien, on ne le paye pas. C'est son statut de professeur. Donc, c'est une force de travail quand même assez conséquente. Des ressources théoriques, comme je disais tantôt, on a moins le temps, l'espace d'aller creuser des théories. Alors, des fois, en travaillant avec des gens de milieu académique, c'est des gens qui vont maîtriser ces théories-là, qui vont nous aider à les appliquer pour en faire sens sur le terrain. Et des ressources symboliques. C'est sûr, dans des profs associés à l'UQAM, on a plus de poids dans une négociation quand c'est juste chercheur milieu communautaire. C'est bête comme ça, mais le monde étant en lien, j'ai fait l'idée, ces ressources symboliques vont avoir un impact qui nous permet de passer à l'action. Et donc, moi, mon rôle dans tout ça, ça va être vraiment un rôle de méthodologie, d'ancrage sur le terrain, d'ancrage de la recherche, mais aussi de traduction et de liaison entre les différents espaces et les différents milieux. Traduction entre le milieu communautaire, le milieu des résidents, des résidentes, du milieu académique, et de travailler cette cohérence entre ces différents espaces qui
sont quand même plus ou moins imperméables. On a un contre-exemple avec Janie, mais en général, quand même, c'est assez imperméable ces espaces-là. Donc, moi, j'ai alors ce rôle. Puis c'est un rôle qui est assez classique, je pense, dans la recherche communautaire. Il y a discuté avec différents dispositifs. Colepa, par exemple, c'est leur rôle depuis 40 ans. 30 ans, c'est plus là, mais donc, c'est un rôle qui est important, mais qui est souvent qui n'est pas tant pris en compte, puis que j'ai envie de mettre de l'avant, parce que c'est très important, je pense, pour notre leçon. Je vais m'arrêter là. Merci. Alors, donc, on voit un peu des dispositifs différents, qui ont beaucoup de ressemblances, de différences, mais alors, on peut discuter des deux. Qui veut continuer? Bon, vas-y. Moi, je veux dire, du point de vue citoyen, où je participe, on fait quelque chose qu'on appelle de l'ACA. Ça s'appelle de l'action communautaire autonome. Ça permet aux membres des organismes qui ont de l'ACA de faire de la gestion participative. Ça implique que le citoyen se responsabilise, reprenne du pouvoir sur lui-même. Alors, ça a toutes sortes d'avantages. Ces pratiques-là, au collectif pour Québec sans pauvreté, on appelle ça les pratiques avec. Donc, c'est vraiment avec les gens. Et puis, j'ai l'impression que la recherche s'est faite naturellement dans nos milieux de vie, dans le sens qu'on a collectivé la parole, on a collectivisé la parole en faisant des jeux, en faisant des animations, en créant des débats, en discutant ensemble. On arrive à poser une revendication qui, pour nous, fait du sens. Maintenant, il y a une chose que là, je vais y aller du côté personnel. Là. Une chose que je vois dans tous les débats publics, c'est qu'on demande un changement de paradigme. Et puis, ça, pour nous, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire parce qu'un changement de paradigme arrive tranquillement. On en connaît déjà, il y en a eu des grands. Bon, je ne veux pas faire l'histoire, là, mais j'aimerais ça vraiment qu'on pousse à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, puis comment se fait que la population n'y adhère pas. Alors, comment je fais, moi, pour conscientiser la population, à être plus progressiste, à éviter des choses qui créent des préjugés dans la société, des préjudices aussi. Donc, de me joindre à la chaire de recherche, pour moi, ça faisait tout un sens. J'avais des données à leur transmettre, puis je veux savoir comment on fait la recherche et puis que je peux, afin de pouvoir valider les démarches que je fais ou qu'on fait ensemble avec la Ben, effectivement, je pense que l'idée de travailler, ben, pour moi, je l'ai dit, c'est une question de valeur aussi, là, de faire l'effort vraiment conscient, délibéré, d'aller à la rencontre des personnes en situation de pauvreté qui ne fréquentent pas nécessairement les milieux universitaires. Et donc, vraiment d'essayer de faire le pont pour réduire les injustices épistémiques aussi. Mais je pense qu'effectivement, l'Alliance, puis on travaille en étroite collaboration avec des organismes communautaires, effectivement, de défense des droits ou autres, le FRAPU, entre autres, le Front commun des personnes de la cité sociale, le collectif. L'idée, c'est justement que, comme instance de recherche, on est capable aussi d'aller chercher des ressources qui ne sont pas à la portée des autres pour après mettre en valeur un peu soit leur travail ou des réalités qui sont peu connues. Et moi, je le fais aussi par ma propre ignorance parce que je ne sais pas c'est quoi vivre au quotidien en 2023 en situation de pauvreté avec des prestations d'aide de données recours de fait. Je ne sais pas c'est quoi que ça implique. Donc, j'ai absolument besoin de la contribution des personnes qui vivent cette situation-là pour designer des études qui vont être pertinentes puis dont les savoirs vont être utiles par la suite. Et je pense que c'est vraiment l'idée en créant, parce que l'objectif commun qu'on porte ensemble, c'est de réduire les inégalités sociales et ça passe forcément par une transformation des politiques publiques. Parce que c'est l'honneur de la guerre, c'est les causes des causes, c'est les politiques publiques. Donc, en s'unissant tout le monde ensemble, on est plus fort. Puis je pense que comme chaire de recherche comme universitaire, on a accès à des espèces de paroles, des lieux décisionnels. Moi, j'ai eu accès à toutes sortes de lieux décisionnels, le gouvernement, le comité d'experts, etc., que des fois, les groupes n'ont pas accès. Donc, on est capable de porter une parole. Par exemple, je vais participer la semaine prochaine à un gros panel central organise une conversation sur le logement. Bon, ben là, j'ai la chance d'aller parler dans le panel. J'ai appelé FRAPRU, j'ai appelé ta gang, j'ai dit, OK, c'est quoi les messages? C'est quoi vous voulez qu'on ait importé comme parole? Avez-vous des données? Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Donc, c'est vraiment un travail aussi de liaison à la fois entre la réalité des citoyens, une compréhension effectivement théorique, parce qu'il faut oublier de l'article scientifique, peer review aussi, là,
Mais donc, la liaison entre les savoirs des gens, monsieur, madame, tout le monde, puis les hauts dirigeants, les décideurs. Parce qu'actuellement, la société est tellement clivée que les personnes qui nous gouvernent n'ont pratiquement jamais l'occasion de rencontrer d'humain à humain une personne en situation de pauvreté à l'extérieur des relations hiérarchisées. Donc, nous, on essaie vraiment de travailler de manière très horizontale. Je veux rajouter quelque chose. Dans le communautaire, dans les grands regroupements auxquels j'ai participé, des revendications, on arrive à les acheminer aux députés, aux ministres responsables. Mais on est comme depuis 30 ans, 40 ans, écoutés, mais ignorés à la fois. Fait que, tu sais, c'est comme, avec le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, on a réussi à avoir une consultation avec le ministre Carman alors qu'il était sous-ministre. Puis on lui a expliqué la bonne démarche de notre organisme, des alternatives en santé mentale, afin peut-être d'aider le système qu'on sait qui était engorgé à ce moment-là. Puis M. Carman a dernièrement rédigé une façon de faire dans les systèmes de santé qui ignore totalement, complètement tout ce qu'on lui a recommandé. Alors, pour moi, le milieu scientifique devenait peut-être une voie plus éligible, non, crédible. C'est comme si on n'était pas cru parce qu'on est juste dans le communautaire. Alors, peut-être qu'avec les universitaires, les étudiants et les chercheurs, on pourra porter peut-être plus sérieusement à nos revendications. On y reviendra. Et puis, les troisièmes. Donc, les ASP, on l'a dit, ça existe depuis 10 ans. Ce n'est pas un programme de recherche. Mais il y a 15 chercheurs. Et ça travaille Gaspésie, Témiscamingue, Saguenay, Bas-Saint-Laurent, Estrie. Ce n'est pas un programme de recherche, ce n'est pas de la recherche, mais il y a des chercheurs. Pourquoi vous travaillez ensemble? Donc, c'est Vincent, ajoute des questions. La situation. Pourquoi on travaille ensemble? Je pense que, premièrement, je pense que les ASP, c'est important de le re-souligner. Au départ, ce n'est pas un projet de recherche. C'est une démarche, c'est un dispositif dans le fond de réflexion pour soutenir le développement des communautés. Pourquoi on travaille ensemble? Parce que au début, en 2011, c'était une demande d'une communauté, qui était à l'époque au Saint-Camille, qui, à travers son expérience, s'est dit on est toujours en réaction face à ce que nous arrive de la société. Par exemple, on apprend que notre bureau de vote va fermer, on apprend que notre caisse propre veut s'en aller. Et ils se sont dit, il y a moyen d'être proactif et de prévoir ce qui s'en vient. Et la façon qu'ils ont pensé de prévoir ces choses-là, c'est de créer un lieu de réflexion avec des chercheurs pour les aider à comprendre c'est quoi, réfléchir sur leurs valeurs, quel type de communauté ils voulaient vivre, dans le fond, puis avec l'ensemble des citoyens. Donc, le processus des ASP, c'est au départ un processus une demande qui vient de la communauté, mais une communauté qui était déjà un petit peu à l'affût de ce qui se passait, qui était déjà un petit peu à l'affût de relations avec des chercheurs, parce que c'est parti au tout début de la phase à Sherbrooke, en 2011, je pense, où on avait invité, dans le CRIS, avait invité les gens de Saint-Camille à bien présenter un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc, pourquoi on travaille ensemble? Parce que ça a été vraiment une demande de la communauté. Et je pense que ça correspondait aussi à ce que j'appelle, moi, l'ADN du CRIS, c'est-à-dire des efforts partenariats qui sont présents dans l'histoire depuis de nombreuses années. Là, je ne sais pas si je vais toutes répondre à toutes les questions. J'ai essayé de trouver une image pour présenter un petit peu ce qu'on fait au ASP et pourquoi on va chercher la parole de tous ces gens-là, puis leur connaissance, leur savoir. Et je trouvais que c'était à l'inverse d'une pièce de théâtre. Quand on va au théâtre, on joue avec l'éclairage, on fait un spot sur telle personne, on crée une atmosphère, des ondes d'ombre. Alors, les ASP, dans la recherche partenariale, parce que nous travaillons dans la recherche partenariale, dans le fond, on est un amphithéâtre, on essaie d'avoir les éclairages qui viennent de partout pour montrer ce qui se passe sur la scène. Et ça nous permet de mieux comprendre la situation
je pense, de mieux répondre aux attentes en termes de savoir que les communautés ont besoin. Bon, moi, je pense que tout ce qui est des attentes, parce que ça faisait partie des questions, j'arrête là-dessus, là. Mais je pense que les attentes, tout ce qui est des ASP, c'est vraiment de soutenir le développement des communautés rurales au Québec. Bon, on est parti avec une autre communauté, on est présentement 15 communautés, puis quand on fait des activités, on invite d'autres communautés qui se disent, ah ben, si, on serait peut-être intéressé à participer nous aussi. Donc, il y a vraiment un besoin pour se rappeler qu'il y a quand même plusieurs communautés rurales au Québec qui sont en danger, qui peuvent disparaître. Et ça, c'est très important parce que, bon, les chercheurs, nous, on va, on vient, mais les gens, ils habitent leur communauté. Puis si la communauté disparaît, c'est leur vie qui disparaît, leur histoire disparaît. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce type de truc. Je cède la parole à ma boss. Deux fois, tu le dis bien, Denis, mais il y a quelque chose qui aide à la réflexivité dans les communautés aussi, d'avoir la part ou la contribution des chercheurs, c'est-à-dire ça va vite, là, les projets dans les communautés, il y a des occasions pour nous servir, il y a des projets pour qu'on les réduise pour le voir. Quand on arrive, on réfléchit sur un sujet, bien, ça permet de prendre un pas de recul aussi, de se dire, OK, voici ce qu'on est en train de faire, ça remonte à l'histoire avant nous, on est là, puis où est-ce qu'on veut se projeter après pour la suite? Parce qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est que les communautés rurales restent vivantes, qu'ils gardent leur service de proximité, que les écoles restent ouvertes. La part des chercheurs vient aussi donner des exemples de ce qu'eux ont vu ailleurs. Ailleurs dans le monde, ailleurs au Québec et au Canada. Donc, ça permet vraiment de s'inspirer et de prendre un peu un pas de recul. Puis, il y a quelque chose aussi dans... C'est souvent, il y a des amitiés qui se développent dans les ateliers des savoirs partagés. Il y a quelque chose dans le développement de relations humaines approfondies sur des temps plus longs. Ça, c'est pas anodin, là. Pour moi, c'est même fondamental. Parce que quand on enlève nos chapeaux de chercheurs ou d'acteurs terrain, on est toute une gang d'humains qui souhaitent habiter un monde pas trop mal en point. C'est ça aussi notre but. Il y a comme là-dedans, il y a une espèce de forme de résistance à l'accélération dans la vie là, qui nous pousse à aller vite, à escamoter des fois ce bout-là de relations, puis ces réseaux qui se créent entre les personnes, entre les communautés. On pense peut-être que ça peut aider dans des crises qu'on voit ou qui s'en viennent à être un peu plus résilients, à mieux se remettre, à faire appel à des gens qu'on connaît déjà avant que la crise arrive. Donc, il y a ça aussi dans pourquoi on travaille. Bon, alors, c'était la première question. Ah. Je propose qu'on continue peut-être une quinzaine de minutes, puis qu'après ça, peu importe où on va être, on peut continuer 4 heures facilement. On arrête la table ronde, enfin la table carrée, rectangulaire, et on aille dans la salle pour commentaires, questions. Alors, peut-être deuxième élément qui va avec, dans la suite, c'est, mais, OK, on travaille ensemble, mais comment ça se construit ces relations entre des humains qui ont différents chapeaux? Puis, est-ce qu'il y a des obstacles? Puis, c'est quoi les moyens de passer à travers ces obstacles, c'est quoi les moyens d'avancer? Alors, peut-être commencer par la fin, parce que vous êtes bien parti. Comment est-ce qu'on suit les relations, c'est ça? Oui. Moi, je pense qu'il faut provoquer les rencontres. Et si on prend l'histoire des ASP, ça a été provoqué, dans le fond, par les rencontres à la classe. Les gens de la communauté ont dit, on veut poursuivre cette rencontre-là. Il ne faut pas attendre que ça ne tombera pas du ciel. Là. Il faut donc les provoquer. À partir de ça, il faut les organiser. C'est-à-dire que ça prend des leaders, une forme de leadership qui vont assumer, qui vont assurer le dispositif. Et ça suppose, parce que les choses, comme je disais, se font pas d'elles-mêmes. Et il y a des rôles là-dedans, il y a aussi des responsabilités, mais il faut être conscient que ça prend du monde qui vont
prendre en charge ces rencontres-là, puis permettre qu'elles se pérennisent. Et de là, à mon avis, l'importance des gens qui assurent une coordination entre tierces personnes. Hier, on parlait d'une tiers des tierces personnes qui sont très importantes. Et ces personnes-là s'investissent dans la prise en charge des relations. Et ils ont un travail d'organisation, de coordination, très, comment je dirais ça, terre à terre d'une certaine façon, parce que oui, on dit, les gens discutent en eux, mais il y a toujours du monde en dessous du travail pour qu'ils puissent se rencontrer, faire des procès-verbaux, préparer les discussions. Alors ça, il y a tout un travail qui est, à mon avis, essentiel. Si je vais rapidement sur les obstacles, on parlerait plutôt des défis qu'on a. Le défi, c'est d'assurer la pérennité, la continuité. Dans la vie des ASP, on a été pendant 2 ans, on n'avait pas de sous. Mais les gens ont tellement aimé ça que dès qu'on a eu des sous, ils ont dit oui, on relance la chose. Mais là, il y a un défi parce que ce n'est pas des choses qui sont subventionnées au sein de l'université, par exemple, même s'il y a des profs universitaires. C'est très dur de convaincre les gens qui subventionnent des organismes communautaires. Ça ne rentre pas dans le pattern universitaire, donc il a fallu faire appel à des fondations philanthropiques. Pourquoi il faut assurer la pérennité de la continuité? Parce que, comme Caroline le soulignait, ça repose sur des relations qui se construisent dans le temps, puis des relations où il faut développer la confiance entre les gens. Et je dirais que c'est toujours fragile, cette question de relation, de confiance entre les gens. Donc, il faut mettre des efforts. Ça ne se fait pas encore tout ça. Il y a des défis technologiques qui se posent. Par exemple, nous, on travaille avec 15 communautés qui sont sur l'ensemble du Québec. Donc, on ne se rencontre pas régulièrement à un endroit. On utilise des moyens technologiques, le Zoom. De toute façon, on s'est habitué à le faire dans le cadre de la pandémie. Mais il y a des défis d'appropriation de ces technologies-là sur une certaine population. Donc, ça, il faut travailler, il faut donner les moyens pour que les gens puissent s'y utiliser. Je dirais un autre défi, c'est l'accueil de nouveaux partenaires. Et quand je parle de nouveaux partenaires, je parle de communauté, mais je parle aussi d'animateurs, d'animatrices, de chercheurs, chercheuses. Parce que les choses se construisent dans le temps, c'est pas facile pour une nouvelle personne de s'intégrer dans cette structure-là. Et donc, je dirais qu'on n'a pas encore trouvé un moyen de transmettre, dans le fond, l'histoire, de transmettre les modes de fonctionnement, de transmettre les valeurs qu'on porte. C'est un peu, juste pour compléter, j'ai dit. En fait, je pense que vous mélangez. Permet, là. Ah, oui. Je vais prendre un de chaque, puis je vais revenir après pour compléter. Comme ça, vous allez pouvoir vous compléter mutuellement. Correct? Moi, c'est le matin, on va. Je vais du café qui s'en vient. Peter ou Denis? Oui, il l'a dit, le lien de confiance est très important, puis ça se construit. Donc, l'accueil qu'on a, je vais vous dire, un citoyen issu de la rue, là, puis on plonge là-dedans, là, vous allez lui mettre les freins, parce qu'il va vouloir aller au-delà des capacités, il va vouloir aller au-delà aussi de ses propres connaissances. Donc, comme il l'a dit, il faut nous préparer, mais il ne faut pas que ce soit du conditionnement, si vous voulez. Comment on fait ça? Hein? C'est de vulgariser le mieux possible pour que le moins littéraire possible puisse comprendre, celui qui a le moins de littératie. Moi, j'avais un dicton, puis un collègue à la chaire a un dicton semblable au mien. Moi, je disais, si vous voulez travailler avec nous, il faut vous enlever vos œillères. Parce que, tous ces préjugés-là, qui sont vos œillères, vont vous empêcher vraiment de nous découvrir. Puis mon collègue, lui, il dit, nous aussi, il faut enlever nos œillères pour ouvrir à comprendre ce que vous autres, vous faites, comment vous le faites, pourquoi c'est comme ça. Alors ça, c'est très important.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, tout ça, là, l'accueil, puis le fait d'enlever ses œillères, puis de faire qu'il n'y a pas de transparence, si on se demande pourquoi une décision a été faite sans notre consentement ou sans notre consultation, bien, on est capable de nous répondre, puis on est capable de nous expliquer pourquoi cette décision-là a été prise. Ça, c'est très important, ça solidifie le lien de confiance. Il faut rester proche de ces gens-là. Il ne faut pas juste les voir une fois. Donc, bon, moi, j'ai un défi, c'est de représenter la population que je représente. En fait, je suis délégué. Donc, comment je m'assure que la recherche va les entendre? Ben, bon, alors, je travaille à ça. Ça serait plutôt que le chercheur vienne dans ma ressource et consulte l'ensemble des membres. C'est comme Jenny a fait la première fois quand tu es venu à ma ressource à Coansville, à Farnham, excuse-moi. Et puis ça avait été magique pour les gens. Les gens disaient, waouh, on fait de la recherche, tu vrai? OK, mais là, ça fait 3 ans, la pandémie est venue, puis ils n'ont pas eu de nouvelles encore de ça. Juste moi qui suis gêné, puis de temps en temps, je leur glisse un mot. Mais on aimerait ça peut-être plus participer. Donc, s'il y a des animations qui se développent ou des choses, on aimerait ça participer à ça. Ça répond à la question? Là? Oui, oui, oui. Le message est passé. Tic-tac, tic-tac. Moi, je remercie beaucoup. Je donne confiance. Je pense que c'est un grand consensus entre nous. Et c'est une confiance qui est important. Puis je partage l'idée de communication transparente. Je pense que c'est vraiment important. Souvent, on sous-estime aussi parce que dans le quotidien, on prend des décisions, on ne se rend pas compte forcément tous les impacts que cette décision peut avoir. Là, c'est un bon rappel aussi, je pense, là-dessus. Nous, la confiance, il vient aussi d'un ancrage historique. Donc, Parole d'Excuse, ça fait comme 15 ans qu'on est ancré dans 2 quartiers. C'est des quartiers qui sont finalement pas si énormes que ça. Il y a un ancrage peu commun dans le quartier. Donc, moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans par l'Excuse, j'ai hérité de cet ancrage historique, au sens où cet accueil-là s'est fait par sur le terrain. J'étais accueilli comme quelqu'un de Parole d'Excuse et ça facilite la relation de confiance parce que les gens font confiance à l'organisme. C'est un peu comme si je faisais une ethnographie en tant qu'institut, qu'organisation de notre propre individu, qui facilite l'entrée sur le terrain et permet de construire une relation de confiance. Mais elles ne sont pas acquises pour toujours. Ce qui est très important dans le travail de Parole d'Excuse, c'est d'avoir des actions qui viennent. Nous, notre cible, peut-être contrairement à la chaire, où c'est des politiques publiques, nous, c'est d'abord des actions locales, de transformation locale, puis la cible ultime, c'est ces politiques publiques, mais ça passe par des actions. Et s'il n'y a pas d'action qui se passe, les gens perdent confiance parce qu'on leur dit on fait de la recherche, action, on fait de la modèle sociale pour qu'on change les choses dans le quartier. Donc, s'il y a rien qui se passe, il y a le soin de confiance, il va être compliqué. C'est important d'avoir des actions. Puis, ça remet un peu en cause la vision qu'on peut avoir un peu linéaire, la recherche-action, la recherche puis l'action. Les deux doivent se passer en même temps, en fait, de manière itérative, constamment. Il s'apprend, en tant que chercheur, ça prend vraiment une posture d'humilité épistémique, d'accepter qu'on a tort, de rechercher le fait que les gens vont dire qu'on a tort. Je pense qu'aller chercher activement, c'est important. Parce que c'est très facile quand on est chercheur de penser qu'on a raison et que les gens disent si t'es chercheur, t'as raison. Donc d'aller chercher la contradiction, c'est important. Et ça vient avec cette posture d'humilité épistémique. Les défis, il y a vraiment le temps, les contradictions de temps. La recherche, ça prend du temps, même si on essaie de faire ça rapidement. Les milieux universitaires vont avoir des protocoles qui peuvent être longs aussi. Les gens sur le terrain, ils veulent que ça aille vite parce qu'il y a des urgences à répondre. Pour remplir le frigo à la fin du mois, et puis la pauvreté, ça attend. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, on va régler ça dans 3-4 ans quand on aura fait notre recherche. Donc ce temps-là, il est important. Le risque de démobilisation, j'en ai parlé sur les actions, il y a ce besoin de retomber, ce besoin de retour, ce besoin de mise en action dynamique là, qui est important. Puis le défi, c'est de garder ça. C'est difficile de faire ça en même temps qu'on fait de la recherche, c'est difficile de faire ça en même temps qu'on a de la flexibilité. Donc ça, c'est un défi. Ce n'est pas un obstacle, c'est un défi. Ça va avec un risque de déception. Il peut y avoir des actions qui marchent bien pendant 2-3 ans, mais quand 8 ans plus tard, il n'y a plus cette action-là, il y a une déception qui se crée. Donc ça crée aussi ce défi-là. Et enfin, il y a une persistance des hiérarchies de pouvoir. On peut tout essayer, les hiérarchies de pouvoir, elles dépassent les individus. Quels que soient les individus, c'est relationnel, là. Les bailleurs de fonds vont avoir des exigences, leur risque communautaire a son identité, sa mission propre, les citoyens ont leur manière de faire, etc. Puis il y a les relations de pouvoir qui persistent. Donc c'est un défi, on travaille au sein de ces relations de pouvoir-là, on essaie d'aller dans plus de justice, d'égalité, de partage, etc.
mais on n'arrivera jamais à une horizontalité totale, c'est sûr. Il faut travailler au sein de ces là puis c'est pas facile. C'est un autre défi. Merci. Alors, Caroline, Jenny, Sonia, voulez-vous rajouter, compléter, nuancer, contredire? C'était bien parti tantôt, Caroline. Je vois là, il y a 4 autres questions qui s'en viennent. Ce qui va manquer, c'est le temps, peut-être. Mais peut-être quand même, avant d'aller à la salle, parce qu'il y a des gens qui rejoignent une question qui était prévue, puis qui rejoignent des questions qui ont été posées, notamment par Martine hier à la conférence d'ouverture. C'est, Peter, tu dis, tu as les attentes de changer les politiques publiques. Grégoire, tu viens de faire référence, mais en même temps, on a peut-être des volontés que ça aille plus largement. Donc, est-ce que derrière le défi, juste une minute pour lancer, puis on y reviendra ensuite, est-ce que vous avez une attente qu'il y ait des transformations plus globales qui émergent de vos collaborations? C'est ma question. Sinon, pensez-y, puis on y reviendra dans la synthèse après. Janine? Mais moi, c'est sûr que je ne m'attends pas qu'on se rende à quelque chose concrètement, qu'on essaie de changer les choses. En même temps, il n'y a pas de garantie de succès non plus. Puis je pense que Peter est au courant, puis les citoyens qui s'impliquent aussi. Mais c'est pour ça que moi, j'essaie de faire en sorte que chaque rencontre en soi soit bénéfique. C'est-à-dire que le processus soit enrichissant en lui-même. Si on poursuit des objectifs, des grands idéaux, mais en poursuivant ces objectifs, ces idéaux, est-ce qu'on peut apprendre mutuellement les uns des autres, passer un bon moment ensemble? Donc, je pense que c'est très important. Puis il y avait un petit aspect que je voulais ajouter dans les défis. Là. Nous, à la Chaire, on s'engage beaucoup de moments de réflexivité pour s'assurer justement qu'on ne fait pas de gaffe des fois sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, on a eu un projet où on a vraiment développé une intervention, on a co-construit l'intervention ensemble, on l'a évalué, ça nous a pris des tonnes de on voyait tous les mois. Mais moi, je suis une personne qui est très, par ma nature, là, très focusée sur la tâche, des choses d'avance. Et là, les citoyens puis là, donc, il y avait la pression quand ils arrivaient en rencontre d'être focusés sur la tâche aussi. Mais certains d'entre eux vivent des moments difficiles dans leur vie, ont des épreuves, ils ont toutes sortes de choses. Et là, ce qui arrive en rencontre, ils auraient envie de partager avec leur gang un peu de ce qui leur arrive. Bon. Et donc, ils ont été capables. À chaque rencontre, comment s'est passée la rencontre, comment on peut s'améliorer. Puis il y en a un qui a eu le courage de dire, écoutez, nous, on aimerait ça pouvoir se parler un peu. Pourrais-tu garder 30 minutes à la fin de notre rencontre? Jenny, tu peux sacrer ton camp. Les permissions, c'est pas fixe. Mais est-ce qu'on pourrait jaser des buffets, tout ça? Et donc, on a aménagé, c'est la Corbeau qui s'est occupée de ces espaces un peu pour lâcher un peu des émotions aussi, parce qu'on parlait par exemple des préjugés à leur égard et tout ça leur fait vivre sur d'émotions, donc vous avez besoin d'en parler. C'est des exemples qu'il faut toujours être un peu à l'affût des erreurs qu'on peut commettre sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que la confiance est importante, ils sont capables de nous challenger, nous dire hey, là, ça va trop loin, on est plus confortable, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est vraiment une des clés là, quand on travaille ensemble. Puis, juste un dernier élément. On a eu une rencontre réflexive, justement, pour préparer la conférence qu'on donne demain, Peter et moi, dans un autre instant. Et l'idée, c'est le partage du pouvoir. Je te dis, l'important pour moi de partager le pouvoir et tout ça. On se demandait, on utilisait les chaînes de participation d'Arnstein en se disant jusqu'où on veut aller dans le partage du pouvoir et est-ce qu'on vise le contrôle citoyen? Et là, Peter, qui est très engagé dans les accords, c'est du par et pour. C'est du contrôle citoyen. C'est ça, c'est le citoyen qui décide et tout. Et là, je me suis dit, je suis prête à aller jusque-là, de devenir l'employé d'un CA composé juste de citoyens. Et là, j'ai dit que je n'étais pas prête à aller jusque-là, en tout cas pour le moment, parce que je me suis toujours dit que je ne voulais pas avoir de patron dans la vie. En tout cas, c'est des échanges sur un peu comment on va se la faire. OK. Alors, Caroline, puis Sonia après. Ta question, c'était sur nos attentes par rapport à... Est-ce qu'il y a une intention de transformation plus globale ou est-ce que c'est vraiment très, très local? Bien, il y a une attente, oui et non. Je dirais, transformation globale, c'est sûr qu'il y a pas tant d'affaires ou de programmes qui traitent de la ruralité au Québec, qui s'adressent aux communautés rurales. Donc, oui, il y a une attente de réseauter, créer un espace. En même temps, moi, personnellement, je n'engage personne d'autre, mais je n'ai pas non plus beaucoup d'attentes face à quelque chose comme un gouvernement québécois en ce moment. Là, je pense qu'on fait des choses localement, les gens
comme vous dites, qui pensent dans les rencontres, ça aide, ça a des retombées, ça a des impacts. Tout ça combiné ensemble, des retombées peut-être plus grandes que ce qu'on imagine, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement l'idée de transformer ça en programme public, de se battre contre. Sonia. Moi, je pense que quand tu t'engages dans ce type de recherche, c'est qu'on attend que les choses changent dans la transformation sociale, vraiment. Mais d'un autre côté, il faut être réaliste. Et je pense que la discuté, ça fait longtemps avec Isabelle, avec Marley, on discute il y a différents niveaux de changement. Donc, déjà dans les processus, je pense que ce sont des démarches conscientisantes, toutes les parties, autant chercheurs, chercheuses que personnes concernées, qu'organismes. Donc, dans les processus, il y a un changement. Je pense qu'il y a aussi un changement, même une influence qu'on peut avoir à partir des épistémologies. Comment on change la manière de faire la recherche. Oui, plus tard, espérons un changement structurel des politiques publiques, etc. Et ça aussi, quand on travaille avec les organismes, dans une recherche partenariale, on vise quand même un changement, une influence dans les politiques, dans la manière même. Moi, travailler sur l'évaluation, et moi, je vois ici, parce qu'il est dans l'équipe de recherche, et c'est pour faire changer la manière de se faire évaluer, et les organismes puissent avoir des outils pour dire la manière de s'évaluer, c'est faire reconnaître comment ils le font, les pas pour, et faire changer du point de vue des bailleurs de fonds. Donc, oui, il a décidé des changements.